secrétaire de séance Xavier. Merci. Quelques pouvoirs. Delphine Ouas donne pouvoir à Alain Durens, Guylaine Mahé à Patricia Josso, Marie-Agnès Picot-Tessier à Yves Blanchard, Fabrice Roncin à moi-même, Jean-Bernard Ferrer, et Sandra Mathias à Martine Pro. Donc, un point de ce conseil municipal, l'approbation du dernier compte rendu. En 2, les décisions du maire. En 3, finance une DM 2 sur le BP commune. En 4, finance une DM sur le budget locaux commerciaux. En 5, toujours finance convention avec Pornicaglo pour les travaux sur les réseaux d'eau pluviale, route de Nantes et route d'Arton. En 6, toujours finance convention avec le CIVOM de Bourgneuf-les-Moutiers. En 7, une convention toujours finance avec Nexity. En 8, urbanisme, meublé de tourisme, changement d'usage. En 9, toujours urbanisme sur les meublés de tourisme, toujours sur les numéros d'enregistrement. En 10, institutions sur le comité de pilotage Natura 2000, Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Île de Noirmoutier et Forêt des Monts. Ça, c'est pour désigner une personne. En 11, institutions, conférences régionales de gouvernance. En 12, transition énergétique, lancement de la consultation sur les ZAENR, les zones d'accélération des énergies renouvelables. En 13, vie associative, convention avec l'association Badré. Et en 14, les affaires diverses. Donc, en point 1, l'approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 26 septembre. Est-ce que quelqu'un a des choses à dire, à amender, à rajouter, à modifier? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous en remercie. 2, décision du maire. Je vais prendre celui-là, j'y vois mieux. Donc, attribution de marché pour le restaurant scolaire de Saint-Cyr, Atlantique, Sol, Confort, 4 819,43 €. Et Éric Guillet, au niveau de la peinture, 17 973,17 €. Des travaux supplémentaires sur l'alarme de la salle polyvalente de Fresnay par l'entreprise Sage pour 1049,20 €. L'autolaveuse salle polyvalente de Saint-Cyr qui nous a lâché Nil fixe pour 5 498,98 €. L'étude de faisabilité pour les aménagements des étangs de Bourgneuf, boîte à paysage pour 21 450 €. La réparation du beffroi de l'église de Bourgneuf par Arcamp pour 4 688 €. Virement de crédit pour l'espace de santé, 3 000 €. L'étude de structure pour la passerelle avenue de la Gare par Astia, 2 450 €. Les armoires réfrigérées, la salle polyvalente de Fresnay par Angèle Froid, 5 898 €. Remplacement du chauffe-eau de l'espace de santé par l'entreprise Gouy Lauro, 598,50 €. Radiateur et fourniture pour le logement de 208 rue de la Taillée, c'est le nouveau logement d'urgence par IS, 1 469,21 €. Non, logement 208, c'est pas celui-là, c'est le 20 bis, pardon. 20 bis, c'est pas lui. Signalisation horizontale 2023, donc ça c'est la campagne de marquage plus les passages piétons par Evia, 18 109,85 €. Une demande de subvention pour la savonnerie de Marcel dans le cadre de l'AMI au département 44, à CD 44, pour 94 942,50 €. La numérisation des actes d'état civil par Numérise pour 5 246,36 €.
remplacement de la climatisation au chauffage du modulaire de l'école Victor Schweitzer à Fresnay, 1838 €. Des divers achats par Figomex pour les espaces verts, 1543 €. Diagnostic d'accessibilité, Caliconsulte, ça c'est pour avoir le papier qui va bien pour attester de la conformité, 1800 €. La préemption de la parcelle YD 91, c'est pas loin du SDIS, enfin c'est pour pouvoir accéder au terrain qu'on a derrière pour 52 000 €. L'aménagement chemin sablé proche de la savonnerie par Charrier TP, 6 020 €. L'aménagement trottoir rue du Pont et de l'Ain par Charrier TP, 4 345,20 €. La mission de maîtrise d'ouvrage à mairie, Sandra Tourfiguet, 135 000 €. Prestations travaux SNCF à Dune la Gare par SNCF Réseau, 2143,92 €. Et les prises guirlandes pour le mois de Fresnay par Eiffage, 515,25 €. Si vous avez des questions. Oui, monsieur le maire. Oui. L'étude de structure pour la passerelle de l'avenue de la Gare, elle va être où cette passerelle? Parlez un peu plus. C'est... Ça marche. La passerelle est côté gauche quand on va vers Pornic, vers la gare, au niveau du pont Edelin, sur la gauche. Elle enjambe le ruisseau de la Taillée. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite pour savoir si les bétons qui avaient été faits de chaque côté étaient capables de supporter cette passerelle, ce qui n'est pas le cas. Donc l'étude a préconisé de poser la passerelle sur des pieux vissés. Donc on avait un chiffrage de la passerelle par l'entreprise Joly, donc maintenant on attend le chiffrage de ces pieux vissés. C'est pour la continuité de la partie piétonne de ce côté-ci de la route. Parce qu'on n'a pas la place entre le parapet de pont et la voirie. Concernant l'avenue de la Gare, les travaux de prestation de la travaux SNCF, ça va consister à quoi? Alors, c'est un premier devis de la SNCF que l'on a pour... ça marche pas? Non. Dans lesquels je prends celui-là. Donc, pour faire les travaux de voirie aux abords de la voie ferrée, on a besoin d'un agent qui régule la circulation des trains ou qui les interdit. Sinon, on n'a pas le droit de faire les travaux. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on demande à la SNCF d'avoir un agent à une certaine date. Et donc, ils ont fini par nous envoyer un devis. Le prix, en fin de compte, des agents... c'est le prix des agents, en fin de compte. Donc là, c'est pour 2 jours et demi, je pense, de mémoire. Et probablement que pour faire les travaux, il faudra interdire la circulation des trains. Les jours où on va intervenir. D'accord. Et une dernière sur l'étude de faisabilité aménagement des étangs à la boîte paysage. Ces indemnités, ça va être combien? Ça va être 10%? J'ai pas compris. L'étude, les 21 450 €. Oui. C'est le prix de l'étude. D'accord. Et d'accord. Hein. Ils vont prendre 10% du marché après?
Pour faire l'étude, pour faire les travaux, par rapport aux travaux? Non, là, c'est qu'une étude de faisabilité. Voyons. C'est comme quand on a les travaux de voirie, on a une étude de faisabilité avant d'avoir le prix des travaux. Voilà, c'est pour aller jusqu'à l'estimation des prix des travaux. Oui. Il y a eu, de mémoire, il y a eu 25 000, non, demi. Merci. Autre question? Après, on avait demandé un autre devis, enfin, on avait demandé si le devis était cohérent à la boîte de l'espace qui nous suit pour le PLU, qui nous avait dit qu'il connaît bien la boîte et qui nous avait dit que oui, c'était ces prix-là à peu près pour des études comme ça, c'est des équivalents à Artelia et compagnie, quoi. Ça va assez loin. On est vraiment sur une étude. Après, derrière, il vous dit tous les travaux que vous devez faire, il chiffre tout, etc., quoi. Sur les 3 étangs. Mais oui, c'est vrai qu'au début, on a tous eu la même remarque. J'espère que ça va être bien détaillé, parce que 21 500 balles... Hein. Et nous aussi. Étude. Ah ben c'est en proportion, c'est même beaucoup plus cher. Mais bon, tout ça pour avoir quelqu'un. Bon, bref. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point 3. Finance DM sur BP Commune. Fred, à toi la parole. Il faut appuyer de tout. Mais pourquoi ça ne marche pas? Vous m'entendez? Oui. Voilà. Plus loin, plus près, plus loin. On va y arriver. 2 points de DM, comme on l'avait annoncé lors du vote du budget. Il y aurait quelques décisions modificatives en fin d'année par rapport à des imprévus. Donc la première concerne les charges de personnel. En effet, il y a eu une hausse du point d'indice en juillet de 1,5%. Donc un rattrapage par rapport à l'inflation pour le personnel. Le remplacement d'un agent d'accueil depuis mars 2023 et la reprise à temps plein d'un agent à temps partiel thérapeutique. Donc aujourd'hui, l'enveloppe de l'ensemble des charges de personnel sera dépassée en fin d'année. C'est pour ça qu'on vous demande une décision modificative de 30 000 € par rapport au budget. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Projet de décision après délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative numéro 2 sur le budget commune et donne pouvoir, monsieur le maire, à signer tout document relatif à ce sujet. Point 4. Point 4, c'est une DM aussi par rapport aux budgets locaux commerciaux, par rapport aux travaux qui sont engagés. Donc, il n'y avait pas de crédit disponible à la construction du budget sur le chapitre 21. Alors, actuellement, on a une facture qui doit être payée sur ce compte. Donc, il vous est proposé une décision modificative de 3 000 € pour pouvoir régler cette facture. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Projet de décision après délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative numéro 1 sur le budget locaux commerciaux et donne pouvoir à monsieur le maire à signer tout document relatif à ce sujet. Point 5, toujours finance. Oui, c'est à toi. Dans le cadre du programme d'aménagement des routes de Nantes et d'Arton, des travaux sur les réseaux d'eau pluviale urbaine seront menés par la commune de Villeneuve-en-Ray.
Ces travaux sont inclus dans le périmètre d'exercice de la compétence eau pluviale urbaine exercée par la communauté d'agglomération. Par souci d'efficacité et d'optimisation, la commune conserve la maîtrise d'œuvre des études et des travaux d'aménagement, y compris sur les réseaux d'eau pluviale urbaine, et sollicite la communauté d'agglomération pour qu'elle en assure le suivi technique et la charge financière. La communauté d'agglomération, dans le cadre de l'exercice de sa compétence eau pluviale urbaine, assurera le suivi technique des travaux afférents et prendra en charge leurs coûts, déduction faite des subventions perçues par la commune. Ainsi, il convient aujourd'hui de déterminer les conditions d'organisation et de financement de cette opération. L'estimation des travaux est de 467 975,40 €, dont les eaux pluviales 35 552,98 €, soit 42 663,58 centimes. Montant prévisionnel dû par Pornic-Aglo-Pays-de-Ré à la commune de Villeneuve-en-Ré, 42 663,58 € TTC. Avez-vous des questions ? Si on n'avait pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Après délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve la convention de partenariat technique et financier portant sur les travaux d'aménagement des réseaux d'eau pluviale sur la route de Nantes et de la route d'Arton, RD 758, RD 5, et autorise M. le maire ou son représentant à signer cette convention. Pour le point 6, toujours Yves, pour le CIVOM Bourgneuf-les-Moutiers. Donc, dans les travaux de PAVC 2023 a été réalisée la réfection de la rampe du pont écluse du Colette. C'est pas du Colette d'ailleurs, pardon, il y a une erreur, c'est de l'écluse du Fadron. Et donc, c'est une demande de prise en charge par le CIVOM d'une partie de la facture, c'est de la moitié exactement. Cette participation s'élève donc à 2 203 € hors taxe. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Après délibéré, le conseil municipal approuve la convention de prise en charge financière d'extension approuve la convention de partenariat portant sur les travaux d'aménagement du pont de l'écluse du Colette et autorise M. le maire, son représentant, à signer cette convention. Point 7, toujours en finance pour une convention avec Nexity. Laurent, à toi. Dans le projet de construction des villas de Saint-Cyr, il y avait la notion d'alimentation d'eau potable de ce nouveau lotissement de 26 logements. La solution retenue au départ, c'était la solution 1 que vous voyez à l'écran. On devait desservir par la route du point de vue et redescendre par un petit chemin qui ralimentait par le haut ce secteur, avec une conduite qui était en 160 de mémoire. Ce qui permettait de ralimenter, enfin c'était la solution 1 qui était trouvée, et de réalimenter au pied du lotissement pour avoir la défense incendie. Après étude, Atlantico a réfléchi à une autre solution et propose de passer directement par la rue de l'église, enfin pas la rue de l'église, parce que la rue du 11 novembre maintenant, qui était l'ancienne rue de Rail, et d'arriver à la même solution, et ça permettra en plus d'alimenter les futurs lotissements s'il y en a un jour sur le terrain de la kermesse. Mais normalement, ça devrait arriver un jour, normalement, s'ils vont au bout de leur projet. Voilà, c'est une solution différente, mais la participation a été déjà marquée dans l'arrêté, dans le permis d'aménager. Mais il convient quand même de faire valider cette convention avec Nexity pour qu'ils participent entièrement à cette participation financière auprès d'Atlantico pour la réalisation de cette canalisation. Ça va permettre en plus de rénover, je pense, l'organisation sur la rue du 11 novembre. Ça va la rajeunir, ça sera peut-être sûrement pas trop mal. Voilà.
Ça permettra une défense incendie sur l'ensemble du secteur. Alors, des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Après délibéré, le conseil municipal approuve la convention de prise en charge financière d'extension du réseau d'alimentation en eau potable et autorise monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention. Points 8 et 9, meublé de tourisme, changement d'usage. On va le faire de voix si tu veux. Tu reprendras si je... Hein? Ben oui, tu as fait voter. Faut se réveiller. Pour les meublés de tourisme, pour résumer vraiment la globalité de la situation de ces meublés de tourisme, c'est évidemment pour lutter contre l'habitat, je dirais, intempestif et sauvage qui existe un petit peu, si je peux employer ces termes, aujourd'hui en France. Mais c'est surtout pour essayer d'offrir de l'habitat à nos jeunes qui essayent de trouver des logements à longueur d'année et qui n'en trouvent pas, surtout sur notre côte atlantique qui est très prisée des touristes et où le coût des locations devient de plus en plus cher. Donc plusieurs raisons à ça pour ces meublés de tourisme. Donc ces changements d'usage, c'est déjà pour essayer, c'est pas pour essayer, c'est pour vraiment encadrer ce nouveau phénomène, c'est-à-dire connaître vraiment les personnes qui louent un Airbnb. Donc vous avez dû lire toute la note de synthèse, tout est un petit peu détaillé, même si c'est un petit peu confus, mais ça, bon, voilà. C'est déjà, donc, pour connaître tous les gens, c'est pas, enfin, il va falloir qu'ils s'inscrivent sur une plateforme pour se faire connaître, déjà pour voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de meublés de tourisme sur la commune d'abord et sur la France ensuite, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est un petit peu partout, surtout dans les zones tendues. Et ensuite, c'est offrir, au-delà de louer dans des situations ou dans des périodes uniquement, par exemple, festives, enfin, et de festival. Estival. Oui, estival, pardon. Donc l'été, par exemple, ou aux vacances scolaires. C'est essayer d'apporter une solution donc d'habitat à nos jeunes, voire des moins jeunes, mais pour pouvoir lutter contre ce phénomène de plus en plus important, qui est le logement des jeunes. Donc il y a ça, ce changement d'usage, et ensuite... numéro d'enregistrement. Oui, c'est la même, oui, sur les plateformes, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la mise en place d'un numéro d'enregistrement pour toutes les personnes qui veulent mettre à la location le bien sur la plateforme ad hoc, Airbnb, etc. Donc là, on ciblera vraiment, les périodes qui sont utilisées pour la location de ces lieux, et deux, le nombre de locations qui existent sur le secteur. À partir de là, que ce soit l'agglo, on pourra vraiment essayer de travailler sur cet habitat des jeunes, voire des moins jeunes, mais surtout des jeunes, pour leur offrir, et pour essayer de retenir surtout nos jeunes qui travaillent sur le secteur. Que dire de plus sur le sujet? Hein? En plus, une volonté de l'ensemble des maires de l'agglo. C'était une volonté de partager, c'est-à-dire que si cette situation s'appliquait qu'au littoral, il y aurait eu forcément un basculement vers le rétro-littoral et on serait retrouvé. On le voit déjà chez nous, ils arrivent, ce genre il suffit d'aller regarder simplement sur les plateformes. Hein.
suffit de regarder qu'il y a des locations qu'on connaît. Hein, si on regarde un peu, on va trouver. Des locations qui existaient aujourd'hui basculent dans ce type de... Ça déjà, sur la commune, ça commence déjà. On commence à le voir. Donc si on n'avait pas eu cette solidarité de territoire, je pense que le phénomène se serait passé en rétro-littoral et nous aurait impacté encore plus. Donc c'est bien la volonté de vouloir contrôler, encadrer pour avoir des solutions peut-être après pour sanctionner si vraiment il y a des gens qui trichent derrière. C'est pas récupérer de l'argent, c'est plutôt avoir un encadrement, savoir combien il y en a sur le territoire et savoir après s'il y a peut-être des choses à mettre en place ou pas en fonction de ce nombre, s'il augmente ou s'il reste stable. Voilà. Aujourd'hui, au niveau de l'habitat, on est vraiment à un tournant important du fait d'abord de la loi ZAN qui nous interdit de faire un petit peu ce qu'on veut. Est-ce un bien, est-ce un mal, ça, chacun est en droit de juger ce qu'il veut. Évidemment qu'il fallait un petit peu maîtriser nos terres agricoles, mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, sur ces zones de tension, c'est quand même hyper compliqué de garder nos jeunes, et je ne vois pas comment, avec le travail qu'il y a, parce qu'on a quand même un bassin de travail qui est relativement important, que ce soit des gens qui travaillent sur Pornix, Saint-Brévin, Saint-Nazaire, ou Machecou, ou n'importe quoi, ou n'importe où sur la côte. Le problème, c'est ce logement. Donc il va falloir trouver des solutions pour ces jeunes, déjà leur offrir un habitat digne de ce nom, qui puisse faire déjà une première accession. Mais avant de cette première accession, c'est vraiment de trouver des solutions pour les mettre le pied à l'étrier et trouver des moyens pour qu'ils puissent rester sur notre territoire. Donc voilà. Si vous avez des questions sur ces deux points. Oui. Connaissez-vous à peu près le potentiel de location qui pourrait... Non, vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, non. Non. D'où l'intérêt. D'où l'intérêt de faire cette démarche-là. Ah, d'accord. Aujourd'hui, c'est encadré, mais c'est trop vague. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Aujourd'hui, on ne maîtrise rien sur le sujet. On ne maîtrise pas grand-chose. Merci. Oui. Juste, donc cette convention ne va pas empêcher les gens, enfin ne va pas interdire aux gens de le faire, c'est juste un enregistrement, une déclaration pour de répertorier les gens, c'est juste ça. Donc oui. Je pense que c'est important de le dire. Ah oui. Non, c'est pas... Non. Par contre, s'ils ne sont pas déclarés au 1er avril, ils ne pourront pas louer. Oui, c'est ça. Ils n'auront pas de numéro d'enregistrement, ils devront se renseigner pour la plateforme, ils devront renseigner le numéro d'enregistrement. Donc c'est important après de relayer l'information. Et c'est pour ça que c'est fait le 1er avril, pour pas que ça tombe pendant des semaines de vacances scolaires. Parce que si vous commencez une semaine puis que vous ne pouvez pas louer la fin... Donc ça veut dire que les plateformes telles que Airbnb ont forcément cette information-là et sont obligées de la mettre... Oui. Okay. Ils sont au courant et ils sont dans l'obligation d'informer leurs clients qu'il faut qu'ils se déclarent. Depuis 4-5 ans maintenant, Airbnb fournissent un tableau Excel sans nom, sans adresse, que des montants. Pour les taxes de séjour, pardon, je parle des taxes de séjour. Donc on perçoit la taxe de séjour avec Airbnb, mais on ne peut pas savoir combien il y a de logements, etc., etc. Combien de jours, combien de jours, on le sait, mais globalement, on ne le sait pas. Ouais. C'est une valeur globale. Alors, les personnes qui ne s'inscriveront pas sur ce site seront en infraction à partir de ce moment-là. Oui. De toute manière, les plateformes dignes de ce nom, comme Airbnb et les autres, de toute manière, ils n'auront plus le label d'un fait ou ils ne seront pas en infraction, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas passer de contrat Airbnb, par exemple. Après, s'ils veulent louer comme ça, ils louent comme ça, mais. Le Bon Coin aussi, parce que... Hein ? Le Bon Coin.
Je sais pas. Il n'y a pas que le Bon Coin. Mais c'est la question que tu viens de poser, le Bon Coin, enfin, disons, ce que tu viens de dire, ça a été évoqué à l'aglo, on en a parlé, et puis il n'y a pas que le Bon Coin, il y a plein d'autres, mais bon, on commence déjà par ça, et puis après, on verra bien. Hein. D'autres questions sur le sujet? Donc, pour la première délibération, pour le projet de changement oui, pour le règlement, qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité, je vous en remercie. Donc, après délibéré, le conseil municipal approuve le règlement municipal de la ville fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation ameublés touristiques tels que figurant en annexe de la présente délibération. Autorise Monsieur le maire à prendre toute mesure et à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération et à la concrétisation du présent dispositif dont la mise en œuvre révélera de son autorité. Ensuite, sur le numéro d'enregistrement, qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité, je vous en remercie. Donc, après délibéré, le conseil municipal décide que toute location de meublés de tourisme pour de courtes durées en faveur d'une clientèle de passage qui n'élit pas domicile fait l'objet d'une déclaration préalable soumise à un enregistrement auprès de la commune. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Précité, un téléservice dénommé déclaloc.fr est mis en place par la commune pour effectuer la déclaration. Des réceptions d'une déclaration dûment complétée, celle-ci donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Et dit que cette déclaration comprend les informations exigées au titre de l'article D324-1-1 du Code du tourisme, et la déclaration donne lieu à la délivrance d'un numéro de déclaration. Il dit également que ces dispositions seront applicables sur tout le territoire de la commune à compter du 1er avril 2024 et autorise Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire. En point 10, comité de pilotage Natura 2000, Marais-Breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et Forêt de Mont. Donc notre ami Stéphane Horry, délégué municipal titulaire du comité de pilotage Natura 2000, a émis le souhait de ne plus représenter la commune dans cette institution. Donc je vous propose qu'Axel Guéraud prenne cette responsabilité et que lui-même, Stéphane Horry, reste suppléant, que moi, je reste suppléant, pardon. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Donc, après délibéré, le conseil municipal élit Axel Guéraud et Jean-Bernard Ferrer, délégués respectivement titulaires et suppléants à la commune, au comité de pilotage Natura 2000, Marais-Breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et Forêt de Mont. Autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Conférence, institution, conférence régionale de gouvernance. Donc ça, c'est donc pour favoriser la concertation locale avec la région dans le cadre de l'évolution du STRADET. Le STRADET, c'est le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. La loi du 20 juillet 2023 instaure la mise en place d'une conférence régionale de gouvernance, pilotée par la présidente de région en lieu et place de la conférence des SCOT. Il existait jusqu'à aujourd'hui des conférences de tous les SCOT des Pays de la Loire. Donc aujourd'hui, on change de braquet et c'est la région qui met
une conférence pilotée par la région. Donc cette conférence est consultée sur la déclinaison des objectifs et de leur suivi, ainsi que sur l'identification des projets d'envergure nationale ou européenne et sur la liste des projets régionaux. Donc il nous est proposé de valider une composition sur mesure proposée par le président de la présidence du Conseil régional. Donc cette composition, c'est 120 membres votants et 19 membres siégeant au titre consultatif. Donc vous avez la répartition, je ne vais pas vous la lire, enfin si je peux. Donc il y a la présidente du conseil régional ou son représentant, bien évidemment, 14 élus régionaux ou leurs représentants, ensuite les 71 présidents de PCI, donc d'intercommunalité, ou leurs représentants, les 14 présidents des structures porteuses du SCOT ou leurs représentants, la présidence de la conférence régionale des SCOT, puisqu'il y avait une présidence avant, 16 maires, donc un en PLU, un en RNU par département qui seront désignés en lien avec les 5 associations départementales des maires et présidents de communauté, un par département désigné en lien avec, toujours pareil, les 5 associations, etc. Le maire de l'île-lieu ou son représentant et les 3 représentants de l'État désignés par le préfet de région. Ensuite, les membres siégeant à titre consultatif, ce sont 5 présidents de département ou leurs représentants, les 4 présidents des PNR ou leurs représentants, les présidents du Césaire ou de son représentant, 3 présidents d'agences d'urbanisme ou leurs représentants, présidents des EPF ou leurs représentants, et les présidents des chambres de consulaires ou leurs représentants. Voilà. Si vous avez des questions. C'est pas une question, mais juste une remarque. C'est une remarque personnelle. Je trouve que ce serait pas mal de mettre un critère pour une représentation des maires de petites communes. Parce que je crains quand même qu'on ait des maires qui sont présidents de PCI, présidents de structures, généralement qui sont plutôt sur des grosses communes. Et je trouve que ça aurait été intéressant d'entendre la parole de maires de petites communes, moins de 1000 habitants et autres, dans ce genre de structure-là. Parce que des fois, ils peuvent être oubliés. C'est juste une remarque. Mais je pense que c'est une bonne remarque. Je suis avec la présidente de région vendredi matin. Je lui ferai part de cette remarque. Merci, Fran. Mais oui, c'est vrai, c'est pas... Mais là, de toute manière, c'est déjà fait, mais je peux quand même remonter cette information. Ça prouve que les petites communes existent et ont le droit de parole quand même aussi. Ok. D'autres questions ou remarques? Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? À l'unanimité, je vous en remercie. Après délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable sur la composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction. Des sols de la région des Pays de la Loire. Il n'y a pas un projet de décision. Oui, d'accord. Okay. Point 12, transition énergétique, lancement de la consultation sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Qui fait Axel? Allez, Axel, à toi de parler. Vous m'entendez? Hop là. Je recule. Ok. Transition énergétique. Donc, l'article 15 de la loi numéro 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable prévoit que les communes définissent des zones d'accélération pour le développement de la production d'énergie renouvelable, appelées ZAENR.
Ces ZAENR doivent permettre d'identifier des secteurs susceptibles d'accueillir des équipements de production d'énergie renouvelable, photovoltaïque, méthanisation, éolien, géothermie, etc. Elles ne garantissent pas leur autorisation, ceci devant dans tous les cas respecter les dispositions réglementaires applicables en tout état de cause dans l'instruction des projets, reste à faire au cas par cas. Il expose que la loi prévoit que la commune doit librement déterminer les modalités de la concertation avec le public, en précisant que la délibération proposant ces ZAENR doit être prise au plus tard au 31 décembre 2023, puis transmise au référent préfectoral à l'instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique dans les Pays de Loire. Donc, compte tenu de ce très bref délai, monsieur le maire propose de mettre à disposition du public les pièces permettant la compréhension du choix de la localisation des zones par type d'énergie renouvelable, une carte par type d'énergie renouvelable et une notice explicative, et de mettre un registre à disposition du public au jour et heure d'ouverture de la mairie, soit du 15 novembre 2023 au 15 décembre 2023 inclus, permettant de respecter le délai du 31 décembre. En même temps, d'organiser une consultation par voie électronique sur la même période, du 15 novembre 2023 au 15 décembre 2023, sur le site internet de la commune. Propose de participer à une réunion d'information à l'intention des habitants du territoire de Pornic-Aglo-Pays de Ré, qui aura lieu le 5 décembre 2023 à 18h à la salle Ellipse à Chaumes-en-Ré. À l'issue de la concertation, un bilan des contributions sera présenté et des modifications des propositions de zonage pourront ainsi être examinées et débattues au sein du conseil municipal. À préciser ou compléter que l'ensemble de ces éléments sont par la suite transmises au référent départemental, à la préfecture, qui a aussi son libre arbitre sur les propositions revenant des territoires. On a, pour cet exercice, réuni une commission mixte urbanisme et agriculture-environnement, où on a fait une première lecture, une première analyse des cartographies proposées par Pornic-Aglo, qui font l'objet effectivement de débats et d'échanges, notamment avec la cohérence de nos communes voisines. Et c'est seront dans un à la concertation du public. Mon temps de parole est... Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Oui, donc du coup, comment ça va être possible d'informer tout le public sur la commune en si peu de temps? Parce que moi, je trouve que j'ai lu le bulletin municipal qui est venu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Je ne sais pas si l'information a été connue avant. Non. Hein. Non. Mais c'est vrai que ça semble court parce que... Pourquoi une réunion publique? C'est l'AGLO qui organise la réunion publique. Mais, au niveau de la commune de Villeneuve, il pourrait être une réunion publique. En un mois, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Hein, parce que nous, on est comme vous, on subit. Hein, on a été au courant de cette histoire. Elle est passée en bureau de l'AGLO il y a 15 jours. Donc, c'est comme d'habitude avec l'État, il n'y a qu'à Faucon. On nous demande aujourd'hui de faire pour demain et voter après-demain. Donc voilà. Donc l'AGLO a décidé, nous avons tous décidé à l'AGLO de faire une seule réunion unique pour que tout le monde ait le même langage, et donc à Arthon, à la salle Ellipse d'Arthon. Parce qu'il y a déjà eu un premier zonage de fait, nous au niveau de la commune. Oui, avec la commission. Il y a bien eu un premier zonage de fait. Donc, je pense qu'on peut compter aussi sur la presse ici présente pour relayer. Donc, je pense qu'on aura des beaux articles pour dire aux gens de venir à la mairie s'ils veulent consulter le site internet ou faire des remarques. Parce que si les gens ne se déplacent pas, ils ne viennent pas en mairie pour faire les remarques, il ne se passera rien du tout. Ça sera une contribution, si j'ai bien compris, de l'AGLO. Donc, vu par la commission urbanisme, agriculture et environnement. Et après, je compte sur nos journalistes ici présents aussi pour relayer, plus bien sûr le service com de la mairie. Ouais, mais enfin après, là,
on a de la chance d'avoir les journalistes, mais ils sont là par rapport au conseil municipal, alors que ça, c'est un point du conseil municipal. Oui. Peut-être la commune, elle peut, de son côté, effectivement, faire passer un article dans la presse que sur ce sujet-là. Au moins, les gens qui achètent un journal auront l'information. Ça peut concerner beaucoup de gens, cette situation-là, donc voilà. Je me permets de rappeler la portée du document. Hein. On n'est pas sur un document juridique. Hein. C'est bien la réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était déjà possible, hein, le développement de ces types d'énergie, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, sont déjà possibles sur notre territoire communal. Là, la volonté de l'État, c'était effectivement de répondre vite à la crise énergétique, d'où la précipitation dans la parution de cette loi sur les énergies renouvelables, voulant effectivement plutôt encourager en disant, voilà, si les territoires sont moteurs, et si ça facilite un peu l'instruction des projets, hein, parce que c'est bien ça l'objectif, c'est de dire, voilà, dans quelle zone, c'est pas de dire dans quelle zone c'est permis ou interdit, c'est simplement de dire dans quelle zone ce sera plus facile. Et donc, du coup, la parole a été donnée aux territoires, et notamment aux communes, en disant, voilà, les communes partant pour le développement de ce type d'énergie, faites remonter des propositions, et effectivement, on n'est pas sur une enquête publique, hein, en tant que telle, c'est bien sûr, voilà, une nécessité d'informer le public par tout moyen. Donc là, le choix, effectivement, de dire comment on informe le public, c'est le site internet et autres, enfin, faire mieux possible dans ce délai-là. Voilà. Et après, la traduction, on la retrouvera. Il y aura une véritable étape qui sera celle du PLU, où là, il y aura effectivement un certain nombre de réunions publiques avant enquête publique, puisqu'il y aura une traduction réglementaire sur ces zonages. Voilà. En précision. Et pour compléter ce que dit Axel, il est prévu une diffusion sur nos différents supports de communication. Oui. Voilà. L'ensemble des propositions qui vont ressortir à l'issue de ce qu'on a fait en commission et ce qui a été vu, ce qui sera vu par les remarques qu'on pourra prendre en compte pour le prochain conseil municipal. Hein. Oui. L'ensemble de ces propositions seront peut-être revues par les services de l'État aussi. On n'est que force de proposition, mais c'est pas nous, in fine, qui définirons le contour de la carte qui sera décidé. C'est que nos propositions on abonde à une consultation publique, publique via les élus, et après via chaque commune, mais on ne fait que de l'abondement. C'est pas à la fin, la décision sera prise entre les services de l'État. Voilà. Et ils nous diront, là c'est pas possible, là c'est possible. Et ça se passe, la suite c'est celle-là. Où vous les mettez là? Ça peut aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est juste le lancement de la consultation, et donc on a un mois pour faire toutes ces remarques. Et on redélibérera le 19 décembre. D'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Excusez-moi. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les modalités de la concertation avec la population durant toute la durée de l'élaboration comme suit. Mise à disposition du public des cartes de zonage et d'enregistre au jour et heure d'ouverture de la mairie, organisation d'une consultation par voie électronique et organisation d'une réunion d'information publique pour présenter le choix des communes de l'agglomération. Cette date sera portée à la connaissance du public par affichage en mairie, par insertion dans la presse locale et sur le site internet de la commune. En point 13, vie associative, convention avec l'association Badré, Nancy, à toi.
Bonsoir à tous. Donc oui, effectivement, Juliane Piron, jeune femme de 29 ans, joueuse de badminton de niveau national et international et étant licenciée du club de Bourgneuf, nous a fait une demande de sponsoring afin de lui apporter une aide financière pour un financement partiel de sa future saison. Il est prévu de signer une convention entre la municipalité et l'association Badret. Cette convention stipule que nous nous engageons à lui verser la somme de 400 € et en contrepartie, nous souhaiterions organiser une rencontre avec les élèves de la commune et Juliane Piron, pourquoi pas dans le cadre des JO 2024 et notre label Terre de Jeux 2024. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions sur le sujet? La curiosité de savoir pourquoi la somme de 400 €, ça aurait pu être plus ou je sais pas. Je sais pas. Il y a une raison peut-être En fait, c'est en comment dire, on a déjà attribué des subventions, non, des sponsorings, en fait, des sommes pour des sponsorings pour le trophée 4L Trophy, pardon, et de 400 €. Et en fait, on est resté sur cette somme qui nous pensions raisonnable, en fait. Voilà. Est-ce à la municipalité de sponsoriser? Je sais pas. Moi, elle est de la commune. Ouais. Ça fait connaître la commune. Mais c'est une bonne question. Mais bon, personnellement, moi je pense que ça fait connaître la commune au dehors de nos frontières, ce qui n'est pas un mal en soi. Et puis si on n'aide pas les associations et les gens qui comment dirais-je, qui essayent de sortir du lot. Voilà, mais je pense que oui, c'est une bonne question. C'est un plus pour mettre en avant nos associations. Oui, bien sûr. Nous nous sommes engagés, nous, municipalités, dans le cadre du label sportif, de mettre en avant nos associations et de les aider, et d'aider aussi les licenciés. Et on a la chance d'avoir une grande championne sur notre territoire, donc pourquoi pas l'aider. Après, ça reste aussi une petite somme pour l'année, voilà, pour l'aider à l'achat du matériel. Ces baskets qui coûtent 600 € la paire de baskets, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ces frais de déplacement, voilà. Je pense qu'il faut, comme dit Nancy, je pense, enfin pour résumer, qu'il vaut mieux le voir dans la promotion de nos associations et du label Ville Sportive que du sponsoring. Mais effectivement, ça ressemble quand même à du sponsoring. Mais moi, je pense qu'il faut le voir d'une autre manière. Oui, puis ça peut peut-être encourager certains jeunes à participer à ce sport. En plus, oui. Ouais. C'est que ça peut être positif. Tout à fait. Et de là, cette proposition de faire une rencontre, en fait, j'en ai parlé un tout petit peu avec Michel Chirassa, le président du Badret. Pourquoi pas organiser une rencontre, oui, avec les élèves, faire une journée sportive, en fait, dans le cadre de Génération 2024, pourquoi pas aussi, et des JO 2024. Des initiations, des trucs comme ça. Mais sur Villeneuve-en-Rhein, nous avons 2 clubs de... Oui. Donc c'est le club d'où là? De Bourgneuf, Badret. Oui, je sais pas. L'autre, c'est Freinet Badminton. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous en remercie. Merci pour elle, merci pour Badret. Merci pour Juliane. Ouais. Et qu'elle porte haut et loin l'emblème de Villeneuve. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à signer la convention avec l'association Badret. On arrive au terme de ce conseil, rapport Atlantico. T'as trouvé? Oui, quand vous voulez. T'as trouvé quelque chose?
Simplement pour vous dire que le rapport Atlantico est une compétence de l'AGLO, il est présenté normalement à l'AGLO. Et comme il est sorti, celui de 2022, c'était juste pour vous montrer les chiffres clés qui correspondent normalement à notre territoire. Non, c'est celui-là du... Non, c'est le grand territoire, non, c'est pas chez... C'est le département. Voilà que le territoire elle augmente toujours, enfin le territoire, le département. Pas grand-chose. Ouais, je pense que ouais. Je pense qu'on va vous l'envoyer et puis voilà, ça sera plus simple parce que. Non, mais ce qu'il faut le mettre, c'est le mettre sur le compte rendu. Et oui, voilà, on va vous l'envoyer. Si vous avez des remarques ou des choses, ça sera plus simple, je pense. Et si vous avez des remarques, on le remettra au conseil du 19 décembre. En fonction des remarques, on fera un retour par rapport aux remarques, ça sera plus simple parce que là, c'est. Hein? Oui. Oui, il n'y a que l'AGLO qui délibère de toute manière sur le sujet. Oui. Si vous m'entendez, j'en aurais profité pour faire un petit complément concernant Atlantico. C'était une question qui avait été posée à un moment donné quand on a présenté les premiers éléments du PLU. Rappelez qu'il y a d'énormes travaux d'investissement en ce moment réalisés par Atlantico pour desservir le territoire du Pays de Ré et plus bas même la Vendée avec une connexion, une énorme canalisation qui arrive du nord. On va boucler et sécuriser l'alimentation en eau potable avec cette canalisation. Un chantier assez compliqué parce qu'il faut qu'il traverse sous la Loire. Ils ont eu un premier échec sans y parvenir. La première entreprise, il n'y avait qu'une entreprise en France qui n'a pas réussi à mener l'opération. Et là, ils viennent depuis fin septembre de réussir le premier trou, la première percée sous la Loire. Et donc le chantier va pouvoir se poursuivre et va se dérouler pendant au moins 2 ans. Et du coup, on devrait être connecté et sécurisé à terme via cette canalisation. Oui, merci Axel pour ces précisions, effectivement. Pourquoi cette traversée de Loire et pourquoi aller chercher de l'eau du Nord? On dépend aujourd'hui que d'une seule et unique, à part la nappe de Machecoul, mais qui représente, je crois que c'est 2% ou 3% à peine. Mais nous sommes dépendants de l'usine de Basse-Goulaine. S'il se passe quelque chose à Basse-Goulaine, il va falloir creuser des puits. Donc, par les temps qui courent, ça va, mais en plein été, ça devient compliqué. Donc, d'où cette traversée de Loire qu'évoque Axel. Merci, Axel, de ces précisions. Et ça, monsieur le maire, ça viendrait de la station de pompage de Nantes? Ah non, ça vient du Morbihan ou je ne sais pas où. En fait, le principe, c'est que les réseaux soient interconnectés. Ouais. On sera connecté à la station de Nantes, c'est-à-dire que Nantes est capable de... Voilà. Mais en cas de pépin, effectivement, comme dit Jean-Bernard, la provenance, on vient de l'eau de la Carène, et plus loin, on vient de l'usine de production de Ferrel. Donc on est connecté aussi au Morbihan, quoi. Donc on va connecter la Vendée au Morbihan avec une espèce de toile d'araignée qui permet de sécuriser tous les points d'eau potable en cas de problème. Mais effectivement, il y a des interjections entre les réseaux. Hein? Si on va sur la consommation, un chiffre, j'ai un bout de rapport là. La Vendée a manqué d'eau cet été. Et la production qui est faite à Machecoul correspond à peu près à ce que la Vendée a eu besoin cet été, 345 000 m3. Donc ça veut dire que nous, on a besoin de 2 400 000 pour arriver de faire vivre notre territoire. Et on en a exporté parce que la Vendée manquait d'eau pour faire boucler sa saison d'été. Voilà pourquoi la sécurisation qui a besoin et la fiabilisation, sachant que le fait que des sécheresses récurrentes fait que le taux de salinité remonte en Loire et amène des limites au pompage même de Basse-Goulaine.
C'est vrai. Ils oublient de dire qu'ils avaient vidé le lac d'Apremont aussi. Donc ils pouvaient pas. Il était en travaux, donc c'est une réserve de la Vendée. Alors tu vides pas un lac en plein été. Hein. Enfin, le lac d'Apremont, depuis 2 étés, il est mis à mal. Hein. Ouais, mais là, il était vide. Ouais. Ok. Merci. Donc, d'autres remarques? Non. Avant de répondre aux questions des élus, date des prochains conseils municipaux, donc toujours pareil sous toute réserve, le 19 décembre, le 13 février et le 2 avril 2024. Donc on en arrive aux questions des élus. Donc, le groupe Villeneuve pour tous a posé 2 questions. La première concerne a conventionné. Donc, le maire de Villeneuve a conventionné avec la commune des Moutiers pour mutualiser les services de la police municipale. Lors de cette mutualisation, vous aviez proposé l'augmentation éventuelle de l'effectif si les besoins l'exigeaient. Monsieur le maire, après une année de fonctionnement, pouvez-vous nous faire un point sur l'évolution des besoins de ce service? Donc, effectivement, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que ce service pluricommunal existe. Cette année, malheureusement, n'a pas été significative pour tout un tas de raisons. La première, que j'ai fait remonter plusieurs fois à nos amis sénateurs et députés, c'est que malgré que ce soit un ancien gendarme qui arrivait et qui avait toutes les habilitations possibles et inimaginables au niveau de la gendarmerie, arrivé en police municipale, ce que je peux comprendre, il faut qu'il soit formé et qu'il soit réhabilité. Conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 1 an, parce que les formations, c'est pas en claquant des doigts qu'on arrive à s'inscrire, les dates sont comment dirais-je, sont décidées par comment ça s'appelle, le centre de formation, enfin le centre de gestion. Donc on a attendu, il a fait les formations. Aujourd'hui, nous sommes en attente de son homologation, qui ne devrait pas tarder, si ce n'est déjà fait. Non, pas encore, on n'a pas reçu. Mais bon, c'est une question de 2 jours. Donc voilà, donc aujourd'hui, cette année, donc, comme je le disais, n'a pas été significative. Bon, en plus, il y a eu les congés, il a eu quelques maladies, malheureusement qu'il s'en serait passé. Aujourd'hui, cette année, l'année qui vient de passer, les Moutiers ont embauché un ASV avec leur denier, ce qui était prévu. Donc là, on va refaire une année maintenant complète. Bon, il a très bien fait son travail, il n'y a aucun souci. Les temps ont été respectés. Enfin, en gros, cet été, il a été plus souvent sur les Moutiers que sur Villeneuve. Mais dès qu'on avait besoin de lui sur Villeneuve, il venait quand même, il n'y a pas de souci. Il travaille quand même sur les 2 communes, mais avec une présence un peu plus accrue sur les Moutiers. Il a fait les marchés du samedi, pas tous, mais il en a fait. Par contre, l'ASV, lui, tous les week-ends, tous les samedis, il était là-bas. Donc aujourd'hui, on n'embauchera pas pour le moment d'autres policiers pluricommunaux. On va refaire voir ce qui se passe cette année, et puis après, on avisera. Mais il est bien évident que de toute manière, à terme, à moyen terme, on sera bien obligé si on veut rester en police pluricommunale, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire des économies d'échelle. Enfin, ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'en suis intimement persuadé. Seul Villeneuve ne peut pas supporter une police avec plusieurs effectifs, alors qu'à 2 communes, on peut se permettre de voir l'avenir avec sérénité, mais il faut le faire avec précaution. Donc voilà ce que je peux dire au niveau de cette police pluricommunale. Aujourd'hui, la commune des Moutiers est complètement en accord avec nous, il n'y a aucun souci sur le sujet. Donc pour le moment, on continue par rapport à la convention que nous avons signée. Voilà pour la police pluricommunale. La deuxième question, lors du conseil municipal du 11 juillet dernier, le groupe Villeneuve pour tous a posé la question suivante. Compte tenu des événements nationaux récents, ne peut que constater une détérioration du climat
de notre société. Le groupe Villeneuve pour tous pense qu'il serait nécessaire que la municipalité s'empare de cette problématique. Selon vous, monsieur le maire, la mise en place d'une soirée débat invitant population professionnelle et élus vous semble-t-elle envisageable? Vous avez répondu être favorable à cette idée, en voulant approfondir la forme du débat. Pour cela, vous avez chargé M. Lelay, conseiller délégué à la citoyenneté, de réfléchir à une proposition. Compte tenu de l'urgence de la situation nationale et internationale, pouvez-vous nous faire part des résultats de votre réflexion? Donc, malheureusement, personnellement, je ne vois pas comment la commune de Villeneuve peut intervenir sur ce contexte national et international. On n'avait même pas besoin de ça pour tout ce qui est incivilité et tout le reste qui se passe sur nos communes et en France. Ça ne fait qu'amplifier le phénomène, effectivement. Mais effectivement, donc, votre proposition ne m'a pas laissé indifférent, ça je dois le dire. On y a réfléchi. Mais nous avons plutôt axé notre réflexion au niveau de l'action municipale. Et je vais passer la parole à Xavier qui va vous expliquer les actions que nous souhaiterions ensemble vous proposer et pour essayer d'avancer sur le sujet. Xavier, à toi. Alors, ça y est, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Merci Jean-Bernard. Monsieur Durins, lors du conseil municipal de juillet dernier, votre groupe évoquait l'idée d'organiser une soirée débat au regard de l'actualité de l'été, marquée notamment par la tentative de tuerie en masse ayant eu lieu sur les bords du lac Annecy en juin dernier. Aujourd'hui, au regard des derniers événements marquants ayant ébranlé notre territoire, tels que l'attentat d'Arras, l'incident du RERC, les multiples alertes à la bombe dans nos aéroports ou encore chez nos voisins belges avec la fusillade de Bruxelles, vous réitérez légitimement votre demande et voici ma réponse. Face à ce genre de situation, dans ce climat délétère mêlant crainte et anxiété, et sur un sujet aussi complexe que le climat social et sociétal actuel, qui déchaîne déjà suffisamment les passions dans les médias et réseaux sociaux, il ne me paraît pas opportun d'organiser une soirée débat au cours de laquelle ne seraient principalement exposées que des opinions, ce qui ne permettrait malheureusement pas d'envisager d'actions concrètes sur le plan communal. L'exécutif ainsi que nos forces de police, gendarmerie et militaires mobilisés sur le terrain font à chaque instant tout ce qui est en leur pouvoir pour réagir de la meilleure manière possible face à ce genre de situation qui, jusqu'à il y a peu de temps encore, se voulait inédite. Aussi, je doute que la commune, en l'absence de consignes claires ou de conduite à tenir établies par notre gouvernement, ne soit actuellement en mesure de faire quoi que ce soit de plus à ce sujet. En revanche, organiser un atelier participatif dans le même esprit que ce qui a pu être organisé par le passé sur le devenir du marché U ou encore le sujet de l'AMI Cœur de Bourg, sur un thème qui pourrait être « Qu'est-ce que la citoyenneté à Villeneuve-en-Ré ?» auquel seraient conviés administrés, professionnels et élus, et où les participants seraient amenés à réfléchir de manière collective aux actions citoyennes qu'ils aimeraient voir naître sur la commune, me paraît être une alternative intéressante si l'on veut pouvoir donner la parole à tout un chacun, et surtout en décliner des actions concrètes. Les différentes thématiques qui pourraient être abordées au cours de cet atelier sont toujours en cours de discussion avec le bureau municipal et pourraient être soumises à l'appréciation du prochain conseil municipal au mois de décembre. Vous vous doutez bien, monsieur Durins, que sur une problématique aussi complexe et surtout suite aux événements récents, il faille sélectionner ces thématiques avec soin, mais vous avez raison et j'en suis également intimement persuadé. Il est tout à fait possible d'imaginer tous ensemble des solutions, même au niveau local, pour que notre commune reste une petite ville rétro-littorale où il fait et où il fera toujours bon vivre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour cette réponse, mais je ne suis pas le seul. C'est Villeneuve pour tous, c'est pas oui. C'est le groupe. Hein. Oui. Je tiens à le faire remarquer, c'est pas spécialement Alain Durins. Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Hein, je l'ai bien précisé au début de ma réponse. Hein. Votre groupe évoquait l'idée d'organiser, mais c'est à vous que je réponds aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui deviennent de plus en plus sensibles, parce que malheureusement, il y a de plus en plus d'incivilité. Je l'ai constaté encore aujourd'hui, mais c'est la folie douce. Mais bon, bref. Espérons qu'on va y arriver. Le groupe Demain Villeneuve de Robert souhaitait avoir un point sur les travaux de l'école de Fresnay. Oh, tiens, pas celui-là. Non, il marche. Ça marche maintenant. Voilà. Ça marche. Donc, pour faire un point sur les travaux, je vais surtout faire un point sur ce qu'il reste à faire.
si ça vous convient. Pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter le chantier, le chantier est divisé pour la partie construction, est divisé en 2 zones. La zone A qui regroupe la LSH, l'accueil de loisirs sans hébergement, les classes maternelles, l'ABCD, le restaurant, les cuisines et les locaux techniques. Donc sur cette partie-là, reste à réaliser l'ensemble des plafonds, l'ensemble des sols, les faïences, les peintures sont en cours, ont commencé. Il doit rester une couche sur une grande partie. Il reste la pose des sanitaires, la pose des chauffages, radiateurs, radiants. En électricité, il reste les tableaux électriques, il reste les placards et les portes intérieures, et il reste le préau et le bardage extérieur. Et sur la zone B, donc, qui est une petite zone qui regroupe les classes élémentaires, le préau extérieur et le bâtiment de la cour. Sur cette partie-là, en plus des choses qui restent dans la partie A, il reste la chape qui va être faite la semaine prochaine. Donc il reste pareil, les plafonds, les sols, les faïences, les peintures, l'ensemble des peintures, il n'y a rien de commencé en peinture. Les poses des sanitaires et chauffage, l'appareillage électrique en plus des tableaux, et les placards et les portes intérieures, bien sûr, le préau et le bardage. Et pour la zone extérieure, donc les cours et les travaux qui concernent la voirie, le parking, qui sont faits par l'entreprise Baudin, ils sont en train de terminer les réseaux cette semaine, les réseaux EP et EU, c'est-à-dire EU c'est fini, il leur reste un petit peu d'EP. Donc ils vont commencer les préparations des fonds de forme par la cour, les préaux et les trottoirs, et ensuite le terrassement du parking et de l'accès au complexe scolaire. Et l'entreprise Eiffage a commencé aujourd'hui les travaux, les terrassements pour l'alimentation électrique rue des Hautes-Vignes. Donc la rue des Hautes-Vignes va être difficilement praticable ces jours prochains. Donc ça a été commencé ce matin. Parce qu'ils ont une pause, entre autres, d'un nouveau transfo. C'est-à-dire, ils remplacent le transfo qui est rue des Hautes-Vignes par un transfo plus puissant, vu la consommation du complexe. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'avancement des travaux. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, juste une petite question complémentaire. Est-ce que le planning des travaux est respecté par rapport à ce qui devait être fait ? Aujourd'hui, oui. Oui. Si tout se passe bien, les enfants rentreront le 11 mars 2024. Pardon ? Ils rentreront le 11 mars 2024. D'accord. C'était bien prévu après les vacances d'hiver. Une ouverture à l'origine en septembre 2023. Ah bah oui. Ben oui, donc il y a bien du retard. Non, il n'y a pas de retard. Ça, c'était à l'origine du projet. Mais après, il faut que les travaux commencent déjà. C'était à l'origine du projet. Et je rappelle quand même qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en France et dans le monde entier. Donc, avoir 6 mois de retard n'est pas trop... On a quand même limité les dégâts. Merci à vous toutes et tous, merci à nos amis internautes qui nous ont suivis. Bonne soirée à toutes et tous, et je vous donne rendez-vous le 19 décembre. Même heure, même endroit. Bonne soirée, bonne nuit.